I'd like to welcome you all to the Pierre Berger Auditorium this evening. This evening is truly a very great treat. C'est un grand plaisir and a great honor to have Laurent Lebon with us this evening to discuss these two monstres sacrés du XXe siècle, Pablo Picasso et Yves Saint Laurent. I'd like to thank also all the members of les Amis de la Fondation Jardin Majorelle, ainsi la présidente, Caroline Jolès, for having sponsored this evening. It's absolutely wonderful to have Laurent here, who's part of the family in a sense. He's a member of the board of directors of the Fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent in Paris. And we were actually working this morning with our latest collaborator, Marc Janson, on an exhibition that will be held in 2022 titled Cactus. So we're very excited about that as well. But I thank you all very much. I do ask you one thing right now, please, and I have been the worst person of this, please either turn your phones off or put them on mode avion. And please, no photos, please, because it can be disturbing if there's a flash. So, je vous remercie tous et bonne soirée. Laurent, non, je vais vous passer la parole, ça sera beaucoup plus... Non, vous prenez le micro et je vous laisse la parole bien volontiers. Merci, chers amis, en tout cas, d'être là. Et pour certains, à chaque conférence, et très fidèlement. Merci beaucoup. Bonsoir, chers amis, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Voilà, je suis extrêmement gêné par cette conférence ce soir parce que, comme souvent, je n'ai rien compris, cher Madison. Voilà, les instructions m'ont été données, je les ai lues avec la plus grande attention et je viens de découvrir qu'elles avaient changé juste avant la conférence. Voilà. Alors, j'avais prévu une conférence de 4 heures. Ah oui, je vois que ça fait rire quelques personnes, mais vous verrez que dans 3h50, vous rirez moins. Voilà. Donc, j'indique... Alors, je crois que vous êtes des fidèles de ce magnifique auditorium, de ce magnifique lieu, mais pour celles et ceux qui l'auraient oublié, faites attention, l'escalier est très glissant, et surtout après 3h30 d'audition. La porte, néanmoins, se trouve ici. Voilà, donc ne passez pas par ici, c'est la loge, hein. Et donc discrètement, dans l'obscurité, quand vous serez saoulés de mes paroles, vous pourrez tranquillement partir au bout d'1 heure, mais même déjà au bout de 5 minutes, hein, si vous en avez déjà assez. Vous en aurez sans doute très vite assez. Quand j'ai constaté la liste des personnes qui m'ont précédé, j'avoue que là, ça a été quand même une sorte de tragédie pour moi, une telle pression. Je ne sais pas comment relever le défi parce que, comme certains d'entre vous le savent dans cette salle, j'ai été nommé président du musée Picasso alors que je ne connaissais rien à Picasso. Alors, le président de la République vient de me renouveler sa confiance pour 3 ans, donc après 5 ans. Donc, du coup, je me suis amélioré. Bonne nouvelle, chers amis. Pour vous, ce soir, je suis arrivé à la page 4 de Wikipédia. Voilà, donc, et oui, je sais. Je sais, ça m'a demandé un effort important. Vous savez comment sont les technocrates culturels français. Voilà, donc du coup, bon, j'implore par avance votre indulgence parce que il y a là sans doute beaucoup de manques, mais j'ai essayé d'aller jusqu'à la période cubiste, notamment pour évoquer un tableau important ce soir. Alors, sur l'autre grand génie, là, pas besoin d'être trop long. Ma connaissance est nulle. Voilà. Donc, du coup, la conférence va sans doute être un peu dada. En plus, certains d'entre vous m'ont mis un peu la pression en me disant « Ah oui, Laurent, bon, tragiquement, on vient vous entendre ce soir, mais là, récemment, on a entendu votre sympathique collègue, mais tellement génial, Olivier Gabet, voilà, qui triomphe en ce moment à Abu Dhabi avec le luxe. » Bon, bref, donc, je crois que je ne vais pas attendre 3h50. Je vais tout de suite prendre la porte. Voilà. Mais, pour vous faire tenir, sachez que ici, il y a le miracle de l'après. C'est un cocktail. Mais ce n'est pas un cocktail dérisoire. Parce que pour célébrer deux génies comme ça, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait du caviar,
du champagne, bien sûr du homard. Vous savez que ça se pratique moins à Paris maintenant. Il faut venir à Marrakech. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tenez pendant 4 heures parce que c'est Noël. Voilà, donc au moins, ça donnera peut-être une raison de rester jusqu'au bout pour tenir dans l'énergie de ce moment. Alors, Madison rit beaucoup moins à ce moment de la conférence, voilà, mais il va rire encore moins quand je vais vous révéler également que, comme pour vous remercier ce soir et pour vous supporter pour supporter mes propos pendant 3 heures, Madison a prévu un petit cadeau, et ça ne sera pas sur les fonds de la Fondation des Amis, c'est un aller-retour, alors en classe affaires, hein, à Paris, bien sûr, pour aller voir les 2 musées, hein, le musée Yves Saint-Laurent et le musée Picasso. Comme ça, au moins, vous aurez passé un bon moment, et il n'y aura pas de tirage au sort, c'est pour tout le monde, à Madison, c'est ce qu'on a décidé. Voilà. Alors, un petit mot tout de même à propos de loterie. Vous savez que vous avez peut-être acheté les actions de la Française des Jeux. On fait une petite loterie en ce moment au musée. Pour 100 €, vous pouvez gagner un Picasso. Voilà, je vous le dis. Et alors, le budget du musée nécessiterait beaucoup de votre soutien, mais je préfère qu'il aille au musée où nous sommes aujourd'hui. Mais sachez que cet argent ne va pas au musée, il va pour aider des personnes qui en ont beaucoup plus besoin que nous. Et donc, si jamais cela vous intéresse, je fais un petit moment de publicité philanthropique. Voilà, il y a un site 100 € pour un Picasso. Chers amis, je vous sens chaud. Amis Marrakech, bonsoir. Alors, j'ai regardé un petit peu les vidéos de Jamel Debbouze, qui je crois réussit pas mal par ici. Voilà, je n'arriverai pas à la hauteur, mais néanmoins, pour qu'une soirée soit réussie, il faut certes du champagne et du caviar, mais il faut surtout une équipe extraordinaire. Et je ne vous ai pas trouvé assez fort dans vos applaudissements tout à l'heure. J'aimerais que vous fassiez un énorme tonnerre d'applaudissements pour les amis qui organisent ces magnifiques cycles de conférences, parce que je suis bien placé pour travailler dans un musée à Paris. Un musée, c'est uniquement le fruit du travail collectif, du travail quotidien pour qu'il ne meure pas. Et contrairement à ce qu'on pense, le musée lié à l'éternel, le musée lié au long terme, eh ben, le musée meurt. Les musées sont mortels. Il n'y a pas que les civilisations. Et on l'oublie assez souvent. On visitait cet après-midi un musée émouvant à Marrakech, lié à tout ce peuple du Sahel, et son propriétaire, conservateur, directeur, on ne sait pas comment le nommer. On lui souhaite une très longue vie, mais on sentait qu'il avait envie d'un soutien, d'une énergie, et on sentait qu'il avait besoin d'un collectif autour de lui. En sortant de là, je me suis dit, en venant chez vous ce soir, je me suis dit, chez vous, il y a cette énergie, il y a cette passion. Donc je voudrais vraiment remercier avec tendresse et passion cette fondation et sa présidente admirable, Caroline Jolès. Faites du bruit, chers amis. Avec Sophia, qui a merveilleusement travaillé. Faites du bruit encore. Amine à la régie. Eh oui. Jean-Jacques Goldman aux batteries. Non, pardon. Un salut amical, mais faites du bruit aussi. Nous avons la chance ce soir d'avoir Paloma et Eric, des vrais connaisseurs de l'œuvre de Picasso. Eh oui. Une petite salve d'applaudissements, mais un clin d'œil historique. Là où ils sont, ils nous entendront ce soir pour Pierre et Yves. Une immense salve d'applaudissements pour l'équipe du musée, avec M. Tazi à sa direction et Mme la directrice de la communication. Un clin d'œil à Bjorn, qui va beaucoup mieux et qui est au Japon. Alors, le grand danger dans ces listes interminables, c'est qu'évidemment, toutes celles et ceux que je vais oublier, je vais me faire torpiller au cocktail. Mais enfin, c'est pas grave, on se saoulera ensemble. Chers amis, vous allez apprendre à mieux le connaître. Mais un tonnerre d'applaudissements pour mon ami Marc qui vous rejoint. Et avec lui, je crois que vous allez vivre de grandes aventures. Mon épouse est là.
si vous voulez la saluer. Voilà. Voilà, chers amis, ce n'était qu'un échauffement. Vous savez qu'à Paris, on parle d'un prince des jardins, mais dans le domaine des jardins, il y a un roi dont on ne parle pas assez. Il y a un président, il y a quelqu'un qui a pris une charge très importante sur ses épaules et qui, semaine après semaine, se rend compte que c'est un monde merveilleux, le monde des musées, le monde de la culture, le monde de la fondation. Et il garde son élégance suprême pour mener cette barque là où il faut, c'est-à-dire pour vous, pour nous servir et pour servir l'art et les artistes et la mémoire de celles et ceux qu'il a aimés. Un immense tonnerre d'applaudissements pour Madison. Ainsi s'achève cette conférence. Ce fut un grand plaisir. Voilà. Elle est pas mal en dada, celle-ci. Non, voilà, bon, allez, je sais que vous en avez quand même envie. Alors, comme j'ai beaucoup trop parlé, un petit peu d'image. Et regardez, la technique est là. Ça marche. Voilà. Oui, ce soir, je voulais vous parler d'un duo. Vous m'entendez bien d'ailleurs oui, ça... alors, je suis en stand-up à Guéret le 3 décembre. Là, ce soir, c'est un petit peu une première, donc voilà, j'essaye un petit peu. Voilà. Et j'ai même pas mis mes chaussettes roses, donc je ne sais pas si ça va... Bon, ça va peut-être pas le faire. Bon. Bref, pourquoi vous parlez d'un duo ce soir ? Au fond, il y a une petite surprise dans le monde des expositions. Ça marche très très bien. Mais pourquoi ça marche ? Je me suis demandé, il y a 10 000 raisons probablement, mais je vous ai apporté quelques images de ce soir. Alors, on n'est jamais si bien servi que parce qu'on peut faire ensemble collectivement, notamment au musée Picasso. Picasso Giacometti, quelques images pour celles et ceux qui auraient raté cette exposition. Et puis, on a cet été eu le plus grand succès du musée avec Calder Picasso. Voilà, quelques images également si vous n'avez pas encore pu bénéficier du vol aller-retour que vous offre Madison. Voilà. Pour celles et ceux aussi qui ne seraient pas encore venus au musée Picasso, c'est l'occasion de découvrir le chef-d'œuvre architectural du musée, qui est au cœur de ce bâtiment qui date de 1656, réalisé par Aubert de Fontenay, qui était le fermier de la Gabelle, c'est-à-dire c'était celui qui recueillait l'impôt sur le sel, et donc l'hôtel a, dès le XVIIe siècle, pris le nom d'hôtel Salé et l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est un cas assez rare dans les édifices, son sobriquet est demeuré. Alors, le propriétaire nous a évidemment quittés, mais il n'a même pas pu bénéficier d'ailleurs de son hôtel particulier, puisqu'il a été emporté par la fronde. Il y a eu plusieurs propriétaires, ce n'est pas le sujet de la conférence de ce soir, mais notamment nos amis centraliens qui ont étaient étudiants dans cette école au XIXe siècle, mais ils ont eu la mauvaise idée de brûler une grande partie des boiseries pour faire du feu l'hiver venu. Mais il reste ce décor extraordinaire avec cet escalier en pierre jusqu'à la corniche et puis ensuite en stuc qui est sans doute un des plus beaux escaliers dits de la période Mazarine, qui avait une caractéristique, c'est qu'il était un des premiers à ne pas être encloisonné. C'est-à-dire, vous voyez, la lumière naturelle pénétrait. Et donc, évidemment, quand on met, par exemple, en valeur sur cette image les mobiles de Calder, et vous reconnaissez une œuvre de Picasso en bas et un tableau de Calder à l'étage, ça donne des beaux moments, comme ici ou dans le grand salon à l'étage. Et pour vous, en avant-première, prochain duo à arriver. J'espère que vous serez parmi nous à l'automne 2020. Nous nous sommes associés avec nos sympathiques amis du musée Rodin pour créer une exposition Picasso-Rodin qui sera une première. Alors, vous voyez, comme je me suis bien amélioré en iconographie, Picasso est à droite. Voilà. Et oui, ça pourrait... Voilà. Voilà. Je vous l'avais promis, le voilà. Instrument de musique sur un guéridon, 1915. Vous vous en souvenez, j'espère, pour celles et ceux qui l'ont vu, notamment au musée Avenue Marceau. Lorsqu'il s'est transformé en musée, il a été exposé. Il a même été exposé dans une exposition avant sa transformation définitive en musée. Ce tableau, vous le voyez porté ici lors de la fameuse vente du Grand Palais. Et il y a un petit élément triste, c'est que ce tableau n'a pas été vendu. Cette vente, qui a été un des plus grands succès de l'histoire des ventes en France, n'a pas été vendue. Et je voulais commencer par cela, parce qu'au fond, pour moi, il y a 5000 raisons sans doute, là aussi, de l'analyse pourquoi ce tableau est resté invendu. Mais j'y vois, au fond, un clin d'œil au génie d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger d'avoir choisi un tableau qui n'était pas forcément facile.
C'était pas un grand chef-d'œuvre de la période bleue ou de la période rose. C'était pas forcément un Picasso picassien, si je puis me permettre l'expression. C'est un tableau dit de la période du cubisme synthétique. Et au fond, je crois que Madison partagera mon point de vue. Je crois que c'est beau qu'il soit resté dans le patrimoine de la Fondation et que ce tableau, au fond, est un hommage au regard de sagacité, j'allais dire, de nos deux amis et qui, au fond, montre qu'ils préféraient souvent la complexité et que cette complexité soit incarnée par ce tableau de Picasso, je trouve que c'est un beau symbole. Alors ce soir, je vais vous parler de points communs, mais c'est aussi pour moi une manière d'essayer de réfléchir un tout petit peu à ce qui pourrait rapprocher le monde de la mode et le monde de l'art, qui parfois dans le monde des musées sont opposés, voire même hiérarchisés, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a peut-être un art dit plastique, dit visuel, peinture, beaux-arts, cette hiérarchie qui date d'un autre temps, mais qui reste complètement ancrée dans beaucoup de l'esprit de mes collègues. Et on a peine à imaginer que la mode a eu beaucoup de difficultés à franchir les portes des musées dits encyclopédiques, les musées dits universels. Quelques exemples, mes camarades du Centre Pompidou qui ont une collection qui va du masque de plongée, du rasoir jusqu'à Picasso, ne collectionnent pas la mode. Nos amis du Louvre Abu Dhabi, qui viennent d'ouvrir leur sublime musée que vous avez sans doute vu de Jean Nouvel, si vous parcourez le parcours des collections, la mode est quasiment absente. Et donc, c'est petit à petit qu'elle fait son chemin, et notamment un musée ouvert la voie, c'est le Metropolitan Museum. J'ai choisi ici une image justement des années 40. C'était une des expositions un peu mythiques du Metropolitan, et c'est eux les premiers qui ont créé un département de la mode qui a ouvert la voie. Et quel est celui qui a triomphé dans ce panthéon, évidemment, de la mode dans le musée encyclopédique? Vous le reconnaissez bien sûr, c'est Yves Saint-Laurent, qui est là, devant la bannière de sa rétrospective. On l'a parfois oublié, mais cette rétrospective a été le grand succès, immense. On est en 1983, qui est resté d'ailleurs pour l'instant un sommet de fréquentation. Voilà le génie, le jour du vernissage. Et ici, vous le retrouvez dans cette photo que j'aime bien parce qu'au fond, il présente toute la thématique de la soirée, c'est-à-dire une œuvre inspirée par les artistes. Et la boucle sera bouclée avec ce dernier défilé, dont vous voyez ici l'entrée majestueuse avec en lettres sur cette façade du centre pour ce défilé de 2002 qui sera finalement une sorte de défilé rétrospective. Et il y a sans doute beaucoup de raisons du choix de ce lieu pour ce dernier défilé, mais je trouve comme un beau symbole que justement la mode qui n'est pas présente dans les collections du musée où triomphe notamment l'œuvre de Picasso, que ça soit cet endroit qu'ait choisi Yves Saint-Laurent pour sa dernière rétrospective, défilé rétrospectif comme une sorte d'exposition en mouvement. Vous savez toute la complexité, bien sûr, de l'exposition de la mode, et je vous remontre quelques images de ce moment. L'exposition du Metropolitan avait donné lieu à quelques déclinaisons, et elle a un petit peu oublié, notamment, elle avait donné lieu à l'ouverture du Musée des Arts de la Mode au pavillon de Marsan, donc d'ailleurs endroit même où Olivier Gabet officie en tant que directeur des musées aujourd'hui. Et là encore, cette exposition avait été un des grands succès de l'époque. J'ai repris les chiffres pour ne pas dire de bêtises ce soir devant vous, et on était déjà à un record de 200 000 visiteurs, qui a été vraiment un moment phare. Et on a ce petit jeu des deux regards que j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, c'était un clin d'œil, je l'avais prévu bien sûr avant, mais je ne pouvais pas ne pas rappeler ce moment avec une image et saluer Paloma qui devrait prendre ma place de manière beaucoup plus justifiée. Donc je voudrais m'effacer devant elle, mais néanmoins pour ce soir, dans du guise de petit aller-retour, j'ai retrouvé une phrase que je voudrais citer, voilà, d'Yves Saint-Laurent.
Paloma est l'exemple même d'une certaine élégance, faite à la fois de rigueur et d'audace, d'innovation et de style. Voilà, cher Paloma, c'est pour vous ce soir, et je trouve que cette image dit beaucoup, voilà, de ce qu'est au fond le rapport humain qui est fondamentalement dans la vie d'Yves Saint-Laurent, et j'y reviendrai tout à l'heure évidemment par rapport à l'œuvre de Pablo Picasso. Voici l'exposition du Petit Palais, qui a été en 2010 le très grand succès dont vous vous souvenez, avec une scénographie de Nathalie Crinière. Et je bascule dans un exemple plus récent pour comme ça tracer ce chemin qui fait qu'aujourd'hui, tous mes collègues ne pensent qu'à une seule chose dans des musées d'art du XXe siècle ou du XXIe encyclopédique, c'est de faire des expositions de mode. C'est l'exposition d'Alexander McQueen qui a au Victoria and Albert Museum et au Metropolitan Museum, dans cette scénographie tout à fait spectaculaire, a, si je puis me permettre l'expression, cassé la baraque et a donné évidemment beaucoup d'idées. Alors, Jean-Paul Gaultier au Grand Palais, 410 000 visiteurs, au même moment que l'expo Picasso Mania, qui ne fait que 390 000 visiteurs. Vous voyez, petit clin d'œil de l'histoire. Et évidemment, j'ai choisi une image où on voit une sorte de petit clin d'œil de Jean-Paul Gaultier à son vêtement fétiche, mais qui est aussi, comme vous le savez, un vêtement fétiche de Pablo Picasso. Jeanne Lanvin, qui a triomphé au Palais Galliera. Et puis, plus récemment, sans doute le succès qu'on n'attendait peut-être pas, hein, en tout cas à ce niveau de spectaculaire et de fréquentation, l'exposition Dior, hein, au Musée des Arts Déco, justement, avec à la manette encore Olivier, qui a triomphé. Et donc c'est l'occasion pour moi aussi de lui faire un petit salut. Tout cela pose la question, au fond, de la logique du rapport au musée, de la logique du rapport à la collection. Et donc ici, vous avez l'aspect plus permanent des collections du musée de l'avenue Marceau que vous connaissez bien. Et vous retrouvez, hein, je l'ai choisi ici, le tableau dans une dialectique qui est justement toute la dialectique que j'aimerais développer avec vous ce soir. Après ce début d'introduction, il ne reste plus que 3h40 hein, de conférence. Ah oui, ça va tenir quand vous rirez un petit peu, mais j'ai une ou deux petites blagues quand même encore prêtes pour pouvoir aller... voilà. Et je ne voudrais quand même vous citer alors, où ai-je glané la plupart de ces citations, bien sûr. Je lui rends, bien sûr, là aussi un petit salut amical. C'est Laurence Benaïm hein, qui, dans sa magnifique biographie sur Yves Saint-Laurent, a non seulement fait un travail d'écriture remarquable, mais également a aussi fait, au fond, une compilation de citations et d'entretiens. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup. Je suis un artiste raté. Je n'ai eu pour moi que l'amour fou de la peinture et du théâtre, mais tout cela n'est qu'intuition. J'ignore leurs règles. Je me suis contenté de piller les œuvres de Braque, Matisse, Picasso, Andy Warhol, Wesselmann. Et évidemment, il faut penser l'exact inverse. C'est-à-dire que ce que j'aimerais faire ce soir avec vous, dans ce petit parcours comparatif, au fond, c'est d'essayer de dépasser un peu l'aspect formel, même si on va voir qu'il est présent, pour essayer de voir justement quels sont les rapprochements plus profonds, plus conceptuels, qui font écrire notamment à Laurence ce magnifique passage où justement elle renverse ce côté du pillage et elle écrit « Parce qu'il aimait trop l'art, pour chercher à le reconstituer à travers des robes, Yves Saint-Laurent a donné à entendre ce qu'il avait reçu. Les éblouissements de la lumière chez Matisse, les prismes colorés de Mondrian, le vertige des lignes chez Braque et Picasso, les velours de Velázquez et les taffetas craquants de Van Dyck. Les roses de Manet et les ciels de Nicolas de Staël, ces mers scintillantes de reflets jaunes avec des blocs de verre de mauve venus s'entrechoquer sur l'onde rouge. Les aplats mouvants de Rothko, les noirs de Franz Hals, tout semblait chez lui aspiré par cet immortel appétit du beau, cher à Baudelaire. Comme Gauguin continuant à peindre des fleuves oranges et des chiens rouges, comme Bacon qui l'admirait, Yves Saint-Laurent a modifié la perception de la mode avec des visions. Il a injecté à ceux qui ne croyaient plus au futur un poison qui rendait beau et fou, maître à rêver des femmes auxquelles il offrit chaque saison une déclaration d'amour. Voilà. Et évidemment, la dialectique avec je crois, il faut le saluer, un succès inouï de ce musée. Et
c'est facile aujourd'hui d'arriver après la bataille. Mais je vous assure, pour avoir participé à quelques aventures muséales, que quand on lance un concept, eh ben, combien ont voulu reproduire le Guggenheim Bilbao et combien se sont retrouvés avec 10 000 visiteurs à la fin de l'année. Et donc, pourquoi le musée Yves Saint-Laurent marche? Je n'ai évidemment pas la recette, mais je pense que, comme souvent dans ces aventures culturelles, il y a une sorte de cristallisation qui s'est faite entre une merveilleuse architecture, un projet architectural extraordinaire et évidemment un projet culturel incarné par une magnifique scénographie qui fait qu'on a là un vrai moment de passion qui s'incarne dans la muséographie, qui fait d'ailleurs, je pense, que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, devenus amis de ce musée et que vous avez pris goût à suivre cette programmation qui fait que le musée ne se transforme pas en un tombeau, ne se transforme pas en un mausolée. Alors, dans une deuxième partie, si je peux me permettre, c'est la partie où je n'y connais rien, mais je voulais juste revenir rapidement sur ce rapprochement un peu formaliste qu'on a peut-être un peu trop vite réduit à néant, mais en disant copie, pillage, comme je le rappelais tout à l'heure dans la citation, c'est peut-être pas un hasard, mais en reprenant le parcours du musée tout à l'heure, la robe qu'on a sous les yeux ouvre le parcours. Et je crois que c'est tout sauf un pillage. Ce que j'aime dans cette robe, c'est qu'au fond, elle a un côté du Duchampien. C'est-à-dire que c'est le Mondrian qui n'est pas du tout reproduit comme un imprimé sur un t-shirt, mais au contraire, qui est complètement, j'allais dire, sculpté et qui, évidemment, prend le mouvement du corps et, au fond, transformé, j'allais dire, métamorphosé. Et avec cette robe, au fond, c'est un début du parcours d'Yves Saint-Laurent à travers l'art. Et on retrouve évidemment les noms des artistes que je vous ai cités tout à l'heure sous la plume de Laurence. Et vous allez retrouver nos amis Matisse, Picasso, Braque, magnifiés avec ses collections de 79, de 80, de 83, où on a là, je crois, il faut le dire simplement, ce qui est si difficile dans cet art de la mode, le côté d'icône intemporelle. Voilà, j'ai presque envie de me taire, je me tais. Je reprends la parole, juste par un petit clin d'œil pour vous dire toute la difficulté lorsque j'ai eu la chance de découvrir les archives du musée. Évidemment, on ne peut pas ne pas tomber sur ces magnifiques polaroïdes qui disent tout des défilés. Ces poses comme ça, prises évidemment dans l'instantané, qui est la magie de l'art photographique. Et regardez, voilà, je ne tire pas de conclusion. Je ne veux pas dire bien, mal, positif, négatif, mais je crois qu'entre ces deux images, on a toute la complexité du passage du moment du défilé, du moment de la vie du vêtement au moment muséal, qui est évidemment la quadrature du cercle. Alors, magnifiée évidemment dans cette robe, dont vous avez vu d'ailleurs qu'un exemplaire est passé en vente ou va passer en vente prochainement. C'est sans doute pas un hasard si Yves Saint-Laurent a choisi justement cette icône artistique pour aller de l'avant. Mais au fond, tout ça, je le disais, est un peu trop formaliste et peut-être trop réducteur. Et ça m'intéressait plus peut-être d'essayer de percer quelques connivences qui peut-être nous avaient échappé. Et évidemment, je suis parti de l'oiseau Sénoufo, qui est eu aussi l'autre œuvre finalement qui est restée de la collection et qui nous accueille. Je regardais le cartel tout à l'heure, symbole de longévité, au fond, et de fécondité. Quel plus beau symbole on aurait pu trouver pour un musée, et en tout cas à son entrée. Je n'en vois pas. Mais pourquoi cela m'a intrigué? Évidemment, là, vous voyez le passage de la demeure au musée, avec cet extraordinaire environnement architectural. Évidemment, j'ai pensé à Pablo, qui lui aussi, en tant que regardeur, nous a évidemment attiré notre attention sur l'art africain. Pourquoi? C'est que, comme vous le savez, je parle sous le contrôle des grands connaisseurs de la collection de nos amis, c'est, je crois, le premier ou une des premières œuvres de leur collection. Donc, quand il a fallu choisir un début de collection, même si je crois que Pierre Berger a écrit « Nous sommes arrivés 10 ans trop tard »,
parlant de leur intérêt pour l'art africain, quand même, il y avait cette idée de précurseur, de choisir comme premier objet, comme Picasso, finalement, quand il a commencé sa collection, quasiment sans le sou à l'époque, bien loin des années 20 et 30, vous le voyez ici, là, entouré de sa collection d'art africain. Et la collection de Pierre Bergé Yves Saint-Laurent ira bien sûr vers Picasso. Vous retrouvez ici le tableau dans un tout autre contexte que celui qu'on a vu tout à l'heure. Et dans ces deux images, je voulais évidemment faire le rapprochement entre les affinités électives artistiques de nos deux amis artistes et qui, au fond, ont peut-être un goût tout sauf avant-gardiste. J'allais dire, sans aucun élément péjoratif, je les ferais passer presque comme deux grands classiques. Voilà, j'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est peut-être pas un hasard si on retrouve dans la collection de Picasso, Cézanne, Matisse ici, Modigliani, que vous reconnaissez, Chardin en bas à droite. Voilà, je vous ai apporté des images en couleur, comme on dit. Ici, le petit Vuillard. Il y en a un qui appartenait à Picasso, qui est maintenant dans la collection du musée, grâce à la donation de la famille. Il y en a un tout récent qui vient de passer en vente, montrant tout l'intérêt pour ces formats de Vuillard. Enfin, c'est un tableau absolument magique. Et au fond, ce sont des artistes, souvent collectionnés par Picasso, qui intéressaient aussi Yves Saint-Laurent. Alors, la collection d'œuvres, certes, mais ce que j'ai trouvé encore plus passionnant comme rapprochement, bien évidemment, c'est leur rapport à l'habitat, c'est leur rapport à l'intime, et ce côté permanent, cette tension entre le monde social et le monde de la création. Au fond, là, il faudrait laisser la place à un sociologue de l'art, mais combien d'artistes, la gloire obtenue, ont sombré? Combien d'artistes, les millions ou milliards accumulés, ont oublié de créer? Et je crois que là, on a un point fondamental de résonance et de connivence entre Yves Saint-Laurent et Pablo Picasso, rarissime quand on fait le bilan de l'histoire de l'art, car combien se sont brûlés les ailes à la proximité du soleil de la célébrité, c'est-à-dire le temps long, c'est-à-dire que tout au cours de leur vie, ils n'ont rien lâché, ils n'ont rien cédé par rapport à la folie et à la magie de créer. J'y reviendrai tout à l'heure, notamment à travers le dessin. Et pour cela, évidemment, la demeure, l'atelier, si je puis me permettre, devenait un lieu clé. Et comment ne pas voir un lien entre Yves Saint-Laurent et Picasso par rapport à ce que je pourrais qualifier d'autres collections? C'est leur collection de demeures, c'est leur collection de maisons. Et là encore, contre toute attente, pour deux grands génies de la modernité, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils fassent construire leur maison ou à ce qu'ils fassent confiance à des architectes de leur temps qui auraient construit des maisons qu'ils auraient achetées. Non, ils vont être beaucoup plus heureux dans des maisons soit célébrant le génie du lieu, comme ici nous en avons un magnifique exemple à Marrakech après plusieurs autres demeures, ou au fond des demeures assez classiques, mais d'esprit là encore classique au sens noble du terme. C'est d'ailleurs souvent quand on nous interroge pour l'Hôtel Salé, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, mais Picasso n'y a pas vécu, mais évidemment il y a une résonance de l'architecture de l'Hôtel Salé avec les grands Augustins, avec Boisgeloup, qui sont évidemment des architectures qui sont dans ce classicisme qui semblait tant plaire à Pablo Picasso. Alors regardez là, je ne pouvais pas ne pas penser à ce petit détail, évidemment, là aussi sans doute pas un hasard, ce rapport à l'horizon, ce rapport au paysage, l'importance de la fenêtre est retrouvée ici dans la villa de la Californie avec Pablo Picasso dans cette demeure et ces fameuses fenêtres que vous connaissez tant. Et en profiter pour, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, jeter un petit coup d'œil sur ce que je suis tenté de qualifier d'accrochage, tant tout avait du sens, et on ne peut pas ne pas voir peut-être une des sculptures les plus célèbres du XXe siècle, ici, dialoguant avec un boomerang et ainsi de suite. Voilà. Voici la vue de l'extérieur de la même villa, vous reconnaissez les fenêtres, et on se trouve sur les hauteurs de Cannes, dans le quartier de la Californie. Boisgeloup, en Normandie, près de Gisors, et puis le château de Vauvenargues. Là, je crois même, je ne sais pas si c'est pas Madison qui m'avait raconté cette anecdote, que je crois que Pierre Bergé avait failli l'acheter, non, le château de Vauvenargues. Donc il y a un lien aussi là entre le monde d'Yves Saint-Laurent, de Pierre Bergé et de Pablo Picasso, avec cette magnifique anecdote en ce qui concerne Pablo. Vous connaissez sans doute, son marchand l'appelle
et lui demande des nouvelles. Alors il dit, qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai acheté la Sainte Victoire. Ah, et alors donc le marchand, soucieux de savoir, comme la Sainte Victoire est une série de Cézanne, ah bon, quel format, quel tableau dans la série? Non, j'ai acheté la vraie. Voilà, parce que le château se trouve au pied de la montagne. C'est d'ailleurs là où il est enterré aujourd'hui. Voilà, alors je voulais justement rentrer plus dans l'intimité et voir comment cela fonctionne en termes justement de rapport à l'espace. Là, vous avez Olga, rue de la Boétie, qui est dans un accrochage presque classique. Et voilà comment, à l'étage, Pablo est dans la logique. Et ici, il y a toujours ce côté très spectaculaire des accrochages et de ce côté un peu magique. C'est peut-être un des tout petits regrets au moment de sa disparition, c'est-à-dire qu'on aurait aimé qu'un archéologue prenne le relevé. Vous savez, comme on fait un relevé de fouilles, en notant chaque élément, voir comment il avait été posé à côté d'un autre, parce que, il l'a dit lui-même, il y avait du sens dans ces rapprochements. Regardez cette image assez spectaculaire de l'intérieur de la villa de la Californie. Et là, attention, moment désastreux de la conférence. Vous êtes chez l'artiste, nous voici au musée. Voilà. Oui, alors je suis allé un petit peu trop vite, donc je vous refais un avant-après. Voilà. Oui, voilà. Alors, je crois que je prends pas mal vos sourires, même si c'est une insulte à notre profession. Mais au fond, vous avez tellement raison. Car nous sommes tellement des artistes frustrés et ratés, nous aussi. Voilà. Mais je dois dire que c'est tellement difficile de retrouver la magie d'un moment comme ça, et au fond, très difficilement, évidemment, l'appropriation par le public, si tant est qu'on puisse ouvrir une demeure dans cet état, nécessite un travail d'inventaire et autres, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un compromis entre les deux qui nécessiterait de retrouver. Mais vous avez aussi dans ce choc visuel, alors pour celles et ceux qui n'auraient pas reconnu l'image, on est au Grand Palais pour la première exposition de la Dation, c'est-à-dire qu'on est en 79, 6 ans après le décès de Pablo Picasso, et c'est la première vision publique de cet extraordinaire ensemble qui donc va intégrer les collections publiques nationales, c'est-à-dire, mesdames, messieurs, vos collections, puisque c'est les collections de la nation, et plus généralement, pour celles et ceux qui ne seraient pas français, les collections de tout le monde. Enfin, je tiens toujours un petit peu à insister, je fais une toute petite incise au cours de cette conférence, mais parfois, c'est très rare, mais certains de mes collègues parlent de leur musée, de leurs œuvres, de leurs collections. Non, nous ne sommes que des passeurs et évidemment, il faut toujours insister, en tout cas quand on est avoir la chance d'être dans une aventure qui est celle de, entre guillemets, conserver une collection nationale, de rappeler tout simplement que cette collection, elle n'existerait pas sans vous. Voilà. Mais donc, ce travail d'inventaire, au fond, est nécessaire, mais après, évidemment, tout le modernisme, toute l'épure, tout le minimalisme du XXe siècle est passé par là, et donc vous voyez combien il est difficile de rendre la magie des demeures, puisque de Pablo Picasso, et donc notamment nous au musée, on essaye dans certaines expositions, dans certains accrochages, à travers le monde des archives, de redonner un petit peu de souffle et d'énergie à parfois des accrochages qui peuvent paraître peut-être plus classiques, mais qui ont aussi leur force, qui ont aussi leur charme, qui ont aussi leur puissance, et qui devaient peut-être plaire aussi à Yves Saint-Laurent, qui, je crois, avait une phrase où il disait qu'il préférait la mesure au désordre, et au fond, peut-être que c'est là un petit point d'opposition avec Pablo Picasso. Voilà l'Hôtel Salé, justement, dans son accrochage, cette fois-ci plus classique, où vous avez la flûte de Pan et le mobilier de Diego Giacometti. Et justement, je voulais insister en remontrant comment Pablo Picasso pouvait apparaître. Vous voyez, dans l'univers, vous avez ici un collage de Pablo Picasso. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas reconnu cet élément iconographique, il s'agit d'un poulet rôti, digne de celui qui va vous être servi dans quelques secondes, qui est toujours là, génial. C'est-à-dire que on l'oublie sans doute un jour, je m'en sentirai bien incapable, mais il y aura sans doute une exposition à faire sur Picasso et l'humour. Je pense qu'au cours de sa carrière,
à force de revisiter aussi ces thèmes et autres, par moments, il y a toujours une petite pointe d'humour. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas montrer cet extraordinaire ensemble où je crois qu'un jour, il faudra faire une exposition, vous savez, où on exposera que les murs des ateliers, que les murs des studios. Vous savez, tous ces moments un peu intimes où seul l'artiste sait pourquoi il a accroché ça à côté de ça, à côté de ça, à côté de ça, avec cette finalement succession de plans très proche de l'univers de Picasso que je vous ai montré tout à l'heure. Et au fond, dans cette superposition, j'y vois comme un collage cubiste, voilà, d'un autre style, mais je trouve vraiment magique. Et dans la visite du musée à Paris, c'est sans doute un des moments les plus symboliques, très différent de ce moment plus triste, mais nécessaire, de la dispersion pour d'autres aventures. Et au fond, je reviens à l'ordre, la fin, parfois, d'une collection qui est d'être conservée pour qu'elle soit vue par nos enfants et nos petits-enfants, comme ici la collection des vêtements du musée. Alors je reviens un petit peu aux connivences de nos deux amis artistes, et évidemment je ne pouvais pas ne pas revenir sur quelque chose qui me semble très fort entre deux, c'est leur rapport à l'image, j'allais dire presque la construction du mythe de leur vivant. Et là vous avez cette première construction. Vous savez que Picasso, ça a été une des révélations des 20 dernières années, fut aussi un grand maître de la photographie. Alors, plus difficile à reconnaître, là je veux peut-être que... Voilà. Non, ce n'est pas lui, non, ce n'est pas lui, c'est lui. Voilà, il est sur la gauche. Vous reconnaissez ici un portrait d'Iturino. Et évidemment, j'ai fait un petit clin d'œil, mais je ne pouvais pas ne pas montrer cette image d'Yves Saint-Laurent. Pourquoi je les montre là ? C'est qu'au fond, ils ont quasiment le même âge sur ces deux photos, une vingtaine d'années. Et qu'est-ce qu'ils font tous les deux ? Ils font la conquête de Paris. On l'a oublié, mais je crois que là aussi, c'est un point central dans les points communs que j'essaye d'esquisser avec vous ce soir, de manière très superficielle, je m'en excuse, mais cette idée, sans parler de côté Rastignac, je pense que ce n'est pas du tout l'esprit, mais le côté de l'exil, c'est-à-dire le déracinement pour s'intégrer dans Paris, capitale des arts, au début du XXe siècle, pour Picasso, il faut l'imaginer, arrivant à l'exposition universelle en 1900, parce qu'est l'actuel musée d'Orsay, c'est-à-dire la gare d'Orsay. Il arrive là en train pour aller voir son œuvre exposée à l'exposition universelle. Et vous savez, la suite. Et bien là, pareil, Yves Saint-Laurent, gagnant la capitale et en quelques mois, quelques années, triomphant avant de créer sa propre maison. Et donc le passage dans un monde plus social, regardez là, cette extraordinaire photo par Man Ray d'un bal, et évidemment, je ne pouvais pas ne pas faire le rapprochement avec toutes ces soirées restées mythiques où Yves Saint-Laurent a été affublé des déguisements, mais évidemment comme un contraste, une opposition, je ne pouvais pas ne pas montrer ce rapport des deux corps nus qui ont tant fait parler. Alors cette photo est sans doute plus connue que celle-ci, mais regardez, Picasso, devant ses œuvres cubistes, quasiment d'ailleurs des œuvres de la même période que celui qui est dans l'actuel patrimoine de la Fondation. Quelle puissance photographique et quelle mise en scène des deux génies. Et je crois qu'au fond, les plus spectaculaires, c'est un petit clin d'œil à travers Irving Penn, qui lui-même a fait la photographie des deux où ils sont. Là, je crois qu'on pourrait presque rester sur ces deux images, tant le regard, sans doute des regards très différents, mais fut important. Mais tout cela se décline presque d'une manière beaucoup plus pluridisciplinaire, et j'aimerais citer la phrase qu'avait Yves Saint-Laurent pour définir Picasso. Picasso, c'est le génie à l'état pur. Okay, ça éclate de vie et de franchise. Picasso n'est pas la pureté, et là je trouve ça beaucoup plus subtil. Il est le baroque. Il a plusieurs courses, plusieurs arcs, plusieurs flèches à son arc. Et ça, je crois que c'est ce qui lie aussi nos deux amis artistes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui de manière un peu rapide, et je trouve le terme parfois un peu galvaudé, mais de pluridisciplinarité. Au fond, certes, l'un pratiquait l'art de la mode, certes, l'autre pratiquait l'art de la peinture, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste des deux ? C'est qu'ils furent aussi... vous allez le voir, écrivains, ils furent aussi dans le domaine du théâtre, ils furent aussi dessinateurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je crois que c'est ça, dans ce côté créateur. Là, c'est Parade, en 1917, et là, c'est peut-être un aspect moins connu
d'Yves Saint-Laurent. C'est cette photo que j'aime beaucoup. Au fond, il fait son théâtre de marionnettes. Il invente son propre univers et il y a évidemment un rapprochement à faire entre les deux. Moins connu, nous allons l'exposer au printemps prochain, le Picasso poète, avec ses extraordinaires poèmes. Et puis, sans doute, il n'a pas peut-être creusé suffisamment le sillon. Rien n'est plus beau qu'un corps nu. Le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime. Mais pour celles qui n'ont pas eu la chance de trouver ce bonheur, je suis là. Voilà, bon, c'est quand même... voilà. Alors, vous vous souvenez tous de cette extraordinaire conférence de presse où il met en scène son propre adieu. Et comme il l'a dit lui-même, il cite les grands écrivains qu'il a aimés, et je voudrais citer ce passage. Je veux citer entièrement ce passage. Ce sont les nerveux, et non pas d'autres, qui ont fondé les religions et composé les chefs-d'œuvre. Jamais le monde ne saura tout ce qu'il leur doit, et surtout ce qu'ont souffert pour les lui donner. On peut presque dire que les œuvres, comme les puits artésiens, montent d'autant plus haut que la souffrance a plus profondément creusé le cœur. Je ne suis pas assez fort en psychanalyse sauvage et ça risquera de se transformer en psychanalyse de caniveau. Mais évidemment, vous voyez comme une sorte de ligne de crête au cours de ces quelques images que nous parcourons ensemble. Et évidemment aussi très d'actualité, ce débat entre la vie et l'œuvre, évidemment central dans la création des deux artistes. Pour l'anecdote, je reçois au musée les premières lettres de mes amis américains qui, en une vingtaine de pages, me demandent gentiment de fermer le musée. Voilà, ils me disent, écoutez, Monsieur le Président, nous vous demandons solennellement de fermer le musée. Picasso et suit 20 pages de critiques et ainsi de suite. Alors j'essaye, avec ma connaissance de l'œuvre, j'ai quand même avancé un tout petit peu sur Wikipédia, de répondre, parce que je crois qu'il faut répondre. Il faut être présent. Je crois qu'aujourd'hui, il faut défendre ce qui est, sinon, un puits sans fond, c'est-à-dire on va enlever des 6 messes du Louvre la moitié des productions picturales si on commence à rentrer dans des débats qui sont complexes, je vous l'accorde. On pourra y revenir peut-être tout à l'heure dans la séance des questions vers minuit 30, après quelques alcools, mais je crois qu'entre les deux, il y avait ce côté à fleur de peau, cette nervosité, cette tension permanente qui fait que, au fond, peut-être quand Yves Saint-Laurent a senti que c'était plus possible, il a lui-même lâché. Et Picasso, comme vous le savez, jusqu'à 92 ans, et notamment dans ses extraordinaires derniers autoportraits, sera encore là. Je voulais justement le résumer en cette longévité, ce sens de la métamorphose en 2 images. Regardez, c'est un dessin de Picasso à 14 ans. Maîtriser un peu le dessin, classique. Voilà. Et là, quelques mois avant sa mort. Voilà. Et je crois qu'entre ces deux œuvres, entre ces 2 dessins, il y a 60 000 œuvres. Et au fond, je n'ai pas le chiffre, mais je ne suis pas, sans doute pas loin d'une telle production pour Yves Saint-Laurent. Si on fait le compte de tout ce qu'il a pu dessiner en termes d'accessoires, de modèles pour le prêt-à-porter, la haute couture et ainsi de suite, je suis sûr qu'on arrive à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de productions. Voilà. Et je crois que ça, vraiment, ça les réunit. Ce dessin permanent, et donc en guise de petit clin d'œil, évidemment, j'ai aussi voulu montrer des dessins d'Yves Saint-Laurent qui, beaucoup de témoignages le rappellent, n'arrêtaient pas de dessiner, étaient dans cette logique, voilà, et au fond, cherchaient tous les deux. Évidemment, Picasso y est arrivé avec ce symbole extraordinaire, et Yves Saint-Laurent d'une autre manière. C'est pas un hasard si le parcours du musée ici se termine par le cœur qui était si cher à l'artiste. Chers amis, je vois Madame la Présidente me faire des gros yeux. Je la rassure, parce qu'elle m'a dit, Laurent, il faut quand même prévoir quelques minutes de questions. Voilà. Et donc, je vous révèle le secret, je vais tenir dans l'heure qui m'a été impartie. Tristesse ou au contraire immense satisfaction de tout le monde, le champagne et le caviar arriveront plus vite. Néanmoins, je ne voulais pas terminer sans un dernier rapprochement peut-être plus nostalgique, mais que je trouve
peut-être non moins significatif, pardon de trébucher, mais c'est sans doute aussi un petit peu d'émotion parce que je crois que chez ces deux artistes, il y avait un rapport au miroir qui était très important. Et je voudrais vous montrer cette image de cet extraordinaire tableau de 1932 de Pablo Picasso qui est conservé au MoMA de New York, où vous avez ce reflet absolument phénoménal. Et ce jeu rue de la Boétie, j'adore cette photo où on voit Picasso, non pas de face, mais le reflet, et vous voyez là encore cet accrochage absolument extraordinaire, on le voit. Et évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit lien avec l'univers d'Yves Saint-Laurent et notamment cette extraordinaire composition. Et je voudrais citer notre ami qui m'a accompagné pendant cette conférence, peignant le mouvement du temps en donnant à cette fuite l'allure de l'inoubliable. Et Romain Gary, en 1969, lassé d'avoir un pied dans la couture et l'autre au musée d'art moderne, parce que le corps féminin sort perdant de l'aventure. Je n'ai pas la réponse à ces deux questionnements, mais je voulais vous remercier pour votre patience et votre attention. Merci à tous. Merci pour vos applaudissements. Si vous me le permettez, je les emmène avec moi à Paris en classe affaires, ou non, pardon, en classe éco, enfin, peu importe, mais je les transmettrai aux équipes qui travaillent avec moi tous les jours pour défendre tout simplement ce qui, je crois, nous réunit tous ce soir, c'est l'art et les artistes, et celle du maître en particulier. Merci beaucoup. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser des questions, s'aventurent à poser une question? Saad? Personne ne veut poser de questions. Vous êtes tous intimidés, peut-être. Monsieur Lebon, on parle aujourd'hui souvent du mot d'appropriation. Et aujourd'hui, quand un artiste, il y a eu des procès dernièrement, prend des images d'un autre artiste ou un photographe, ça pose des problèmes. À cette époque, je crois, ça ne posait pas de problème. Quel est votre point de vue là-dessus? Je crois que, alors malheureusement, je ne connais pas sa citation par cœur, mais en général, sur tout débat artistique, Picasso a toujours une réponse. Et je crois qu'il a justement une réponse sur le pillage, au fond, où il explique que l'histoire de l'art n'a été faite justement, contrairement à ce que dit Yves Saint-Laurent par rapport à son rapport à l'art, entre guillemets, mais j'ai essayé de vous montrer, j'espère, l'inverse ce soir, cette hiérarchie des arts. Je crois que toute l'histoire de l'art est une histoire de pillage. Toute l'histoire de l'art est une histoire de copie. Toute l'histoire de l'art est une histoire d'appropriation. Mais le problème, c'est que lorsque vous êtes nourri par toute cette histoire de l'art, et ben, au fond, c'est la métamorphose qui va être la clé. Voilà. Et dès qu'on a tenté de vouloir faire des procès, qu'un artiste a voulu attaquer un autre et ainsi de suite, ça termine souvent en eau de boudin. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui a la réponse? C'est pas le juge, c'est vous. C'est le temps, c'est l'histoire de l'art. Et presque à rebours, regardez ces images de la grotte Chauvet. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'art préhistorique, mais je crois qu'on est 36 000 ans avant Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ. Vous avez sur les murs de la grotte Chauvet un homme ou une femme préhistorique sur la glaise un peu humide qui a dessiné un hibou. Eh bien, vous avez l'impression de voir un Picasso. Et au fond, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire pourquoi je fais ce métier, pourquoi je suis si heureux d'être devant vous ce soir. C'est pour justement dire qu'entre ce hibou il y a 36 000 ans et le hibou de Picasso, au fond, c'est la même histoire. Et je ne pense pas que Picasso se soit approprié
le hibou de la grotte Chauvet, même s'il était passionné d'art préhistorique, puisque on ne le sait pas exactement, il y a un petit doute, mais il a probablement visité Altamira, évidemment, en tout cas, il l'a vu en reproduction et ainsi de suite. Voilà, donc je ne voudrais pas m'en sortir par une pirouette, mais je crois qu'effectivement, c'est un sujet fondamental de l'histoire de l'art. Après, je crois que c'est aussi, Dieu sait si l'histoire de l'art n'est pas une science, mais je crois que c'est là où l'histoire de l'art devient intéressante par moment, lorsqu'elle revient à sa source, c'est-à-dire au fond la chronologie, c'est-à-dire la datation. C'est quand même intéressant parfois de rendre un artiste le juste moment de sa création. Aujourd'hui, je vous cite un exemple un peu caricatural. J'irai au bazar du bout de la rue acheter un porte-bouteille. J'irai l'exposer au musée Yves Saint-Laurent. Je crois que tout le monde me rirait au nez. Voilà. Il y a un siècle, quand un artiste a fait ça, ça a un petit peu changé le cours de l'histoire de l'art. Voilà. Bon, voilà. Mais il y a quand même une capacité sans doute aujourd'hui pour un artiste de se réapproprier ce geste et d'en faire aussi quelque chose de nouveau. Et on appellera sans doute cet artiste un post-Duchampien. Voilà. Et je crois que d'ailleurs, il y aura une autre conférence à faire, c'est Picasso-Duchamp, où on pourrait montrer que Picasso avait sans doute plus de relations avec Duchamp que parfois, trop rapidement, on les oppose. Je vous en prie. Je ne la trouve pas du tout trop pédante, mais je la prends plus comme une affirmation que comme une question. C'est-à-dire comme on dit de manière pour le coup pédante, un statement. Je crois que ce qui est vrai par rapport à votre assertion sur Picasso, on l'avait vu justement, il y avait eu un débat où j'ai parlé tout à l'heure de l'expo Jean-Paul Gaultier au Grand Palais, que peut-être beaucoup d'entre vous ont vu à Paris, ou ailleurs parce qu'elle a circulé dans le monde. Et je rappelais qu'elle était au même moment que cette expo qui s'appelait Picasso Mania au Grand Palais et qui montrait le rapport entre Picasso et les artistes contemporains. Contrairement à ce qu'on a dit, l'expo a été quand même un succès public. Pas un énorme succès, mais comme je le rappelais, elle a fait quand même 400 000 visiteurs, ce qui aujourd'hui est un succès tout à fait honorable pour une exposition. Mais vous vous en souvenez peut-être, beaucoup de gens étaient sortis de l'exposition un petit peu dubitatifs, un petit peu déçus. Et notamment, beaucoup d'entre eux disaient, mais au fond, dans ce rapport entre Picasso et les artistes qui l'ont suivi, est-ce que ce n'est pas Picasso qui est le plus contemporain? Est-ce que ce n'est pas Picasso qui, au fond, était plus fort que tous? Peut-être pas pour tous, mais en tout cas, il y avait cette idée qu'il avait cet extraordinaire talent de métamorphose que j'essayais de montrer tout à l'heure aussi pour Yves Saint-Laurent, et qui fait que toujours dans ce renouvellement avec évidemment des grands invariants, comme Jean Clair et d'autres l'ont montré, je crois que fondamentalement, c'est ça qui nous fascine chez lui. Mais je crois que vous avez raison, c'est aussi la fin d'une histoire. Les deux artistes, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais je crois que c'est aussi des artistes qui s'affirment dans un ego, évidemment, important. Aujourd'hui, regardez, toutes les nouvelles générations d'artistes sont beaucoup plus, alors là aussi, je ne veux pas utiliser le terme trop rapide, mais le collaboratif. Regardez combien de mouvements artistiques aujourd'hui, de groupes, aiment à dire non, je ne me mets pas en avant X ou Z. Ce qui va être intéressant, ça va être justement de travailler ensemble dans toutes les nouvelles générations. Quand j'ai la chance d'aller visiter le travail des écoles d'art, voilà. Mais à côté de ça, il reste quand même encore un Gerhard Richter ou un autre qui continue, je crois, sans vouloir faire de lien formel, hein, évidemment, mais dans des traditions qui sont très picassiennes, au fond. Voilà. Donc, je partage avec vous votre idée, qu'en tout cas, je le vois aussi pour Yves Saint-Laurent, comme vous voyez un peu, au fond, comme un classique qui lance une histoire. Donc, non, je crois qu'il n'y a rien de pédant et prétentieux. Je crois que vous faites une merveilleuse conclusion à ma conférence complètement naïve. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour ce merveilleux moment, drôle et enrichissant à la fois. Et donc on a vu tous les points communs, les différentes analogies entre Yves Saint-Laurent et
et Picasso, et notamment leur passion pour l'art africain et pour l'Afrique. Et l'exposition Picasso à Rabat a été qualifiée de première exposition de l'artiste sur le continent africain. Donc on a éludé cette exposition au Sénégal en 1972. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Picasso, sur son lien avec l'Afrique, et notamment sur cette exposition à Dakar en 72? Alors, c'est évidemment totalement faux que l'expo Picasso à Rabat a été la première exposition en Afrique. Je suis d'autant plus bien placé là pour le coup pour le dire, puisque nous avons été à l'origine de cette expo au musée Mohamed VI, qui je crois a été appréciée, hein, voilà, même si sa durée a été un petit peu réduite. Mais à l'époque, ce qu'on avait voulu dire, c'est que depuis la réouverture du musée, c'était la première exposition en Afrique. Voilà. Mais il y avait non seulement l'exposition de 72, j'y reviens dans 5 secondes, mais l'exposition à Johannesburg, en Afrique du Sud, il y a 15 ans. Et j'ai retrouvé tout à fait par hasard, en visitant une exposition l'autre jour, je ne sais pas d'ailleurs si quelqu'un a eu vent de cette exposition, là on est en train de faire une petite recherche artistique. Avant l'expo de 72 à Dakar, il semble y avoir une expo au musée national du Niger, voilà, à Niamey. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, j'ai vu une photo qui était créditée, et donc je vais faire une petite recherche. On semble être à la fin des années 60. Voilà, donc je vais vérifier. Et une expo de ce qu'on voyait sur la photo avec des peintures, enfin une expo qui semblait avec beaucoup de chefs-d'œuvre. 72, le hasard fait que j'étais là dans un voyage récent à Dakar, et justement, on a tenté de relancer un projet pour être dans une logique qui a été celle de Senghor en 72. Vous savez que malheureusement son musée dynamique a fermé, hein, c'est devenu la Cour suprême. Je ne sais pas quelle conclusion en voir, mais je veux dire, c'était, quand vous regardez ce qu'il a fait dans ces années-là, Chagall, Picasso, la nouvelle objectivité allemande, l'exposition Soulage en 68-69. Voilà, tous ces moments fondamentaux. Et aujourd'hui, il faut déployer 10 fois plus d'énergie, j'ai l'impression, pour arriver à la cheville de ces moments qui restent dans toutes les mémoires. À Dakar, en tout cas, j'ai même pu rencontrer quelqu'un qui a participé à l'Expo 72, qui nous en a parlé avec des trémolos dans la voix, et celle de Soulage, racontant que Soulage lui-même était venu au vernissage, faisant l'accrochage. Mais ce qui était très intéressant, je crois, dans l'esprit, bien sûr, de Senghor, c'était évidemment ce rapport, justement, de comparaison, tellement d'actualité dans le débat sur les restitutions. C'est-à-dire qu'il ne demandait pas forcément à des œuvres de Picasso de venir à Dakar pour expliquer qu'il y aurait un art qui serait plus intéressant qu'un autre, sans même parler d'hiérarchie, mais qu'au contraire, il voulait que tout le monde ait la chance, et je crois que ça c'est le fondement même de notre métier, voit des originaux et s'aperçoivent qu'au fond, une statue d'art africain, je montrais justement tout à l'heure l'oiseau Sénoufo, elle a autant de force plastique qu'une sculpture de Picasso, et au fond, renvoyer la balle. Et c'est là où c'est très intéressant, parce qu'on l'a oublié, moi je l'ai découvert là-bas, mais vous le savez sans doute, c'est qu'au même moment, il mettait autant d'énergie à faire une expo d'art africain au Grand Palais. Au même moment d'ailleurs quasiment que la rétrospective de Picasso, on est en 1966-1967, voilà. Et ça, je trouve ça très intéressant. Mais il n'est pas Senghor qui veut. Je crois qu'effectivement, le homard est grillé. Chers amis, merci beaucoup.